Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Brian pour cet épisode. Brian, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. La voix un petit peu enrouée, mais ça va. Toi, tu vas Euh, bien? ouais, je vais bien aussi. On est tous les deux malades, donc les gars, soyez à au moins 1 mètre et demi de votre écran, sauf si vous écoutez ça dehors. On n'a pas pu mettre de masque pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du Bellator 300 en analysant Ousmane Nurmagomedov contre Brent Primus, l'homme qui a battu Mansour Barnaoui en quart du tournoi lightweight. Et nous passerons ensuite du côté de l'UFC avec Bobby Green contre Grant Dawson. Et un survol du reste, on a sélectionné un combattant que les Français connaissent bien, Joaquin Buckley contre Alex Morono pour une petite analyse. Et donc tout ça est en partenariat avec notre partenaire Unibet. On lance le générique maintenant. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à Unibet pour la confiance. Dans cet épisode, on prend l'angle des codes de paris fournis par unibet.fr comme d'habitude. En description, vous avez notre lien qui vous offre un free bet allant jusqu'à 100 € au moment de l'inscription. On en profite pour rappeler de jouer de manière récréative, uniquement si vous avez 18 ans ou plus et s'il vous plaît, gérez vos budgets. D'ailleurs, Brian, pour notre jeu, on a pensé à une nouvelle approche qu'on va commencer maintenant. Ok. Est-ce que tu nous expliques d'où vient l'idée et puis simplement l'idée qu'on met en place? Je te surprends un peu avec la question que j'ai oublié de te prévenir. Non, 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 ça va. Euh, donc, d'où vient l'idée? L'idée, c'est que moi, personnellement, si je devais commencer à parier de manière plus importante, je le verrais comme un hobby. Et mes hobbies, eh bien, j'y alloue un budget chaque mois. Donc, la réalité, c'est que par exemple, pour le MMA, depuis que j'en fais, donc ça va faire, ouais, ça va faire longtemps, quand j'ai commencé à faire du MMA, j'avais un budget de 80-100 € qui était alloué à ça, qui permettait de payer ma licence, qui permettait de payer mon équipement. Et puisque je ne dépensais pas, je le gardais et ça me permettait de me payer des stages pendant les vacances. Et donc là, plutôt que d'avoir 20 unités en début et de faire une sorte pas de concours entre guillemets, euh, et de savoir qui gagnerait le plus et si on perd tout, et ben on arrête et tout. Moi, je proposais à Chris de plutôt voir ça euh, comme un hobby et de pouvoir recharger tous les mois de 10 unités tout simplement. Euh, ça permet d'être un petit peu plus libre et de moi regarder, voilà, sur enfin d'aborder moi ce que j'aimais bien sur le truc sur le côté récréatif quoi, et non pas je mets mon argent, ah je l'ai perdu, ah c'est cata. Non, ça fait partie du jeu, hein. Moi quand je dépense de l'argent pour le MMA, je regarde pas à la fin de l'année combien j'ai dépensé en me disant oh t'as perdu de l'argent. Non, ça fait partie de mon plaisir, et donc c'est comme ça que je dépense aussi mes sous. Voilà, donc c'était ça un peu le principe. Et voilà, et comme on insiste souvent dessus, ce milieu-là permet de se renseigner davantage sur notre sport et Mm. donc d'accroître sa passion. Et donc, c'est un investissement en soi. Donc, je propose, alors ça, c'est ma proposition, Brian, on n'en a pas parlé en off, mais comme on est tous encore aux alentours de 20 unités, qu'on recharge à partir du mois prochain, qu'ici on Ouais. garde les unités qu'on a déjà et que fin octobre, on recharge avec plus 10. Et alors là, ça va être fun parce que comme on sait que chaque mois, il y a 10 unités qui vont rentrer, ça va peut-être nous permettre d'être un peu plus dans l'action et dans le feu de l'action Ouais. sur certaines codes parce que pour le moment, je vais pas dire qu'on a fait les petits bras, mais je vais dire ceci, on a fait les petits bras. Alors, et peut-être ceux qui rejoignent aujourd'hui la chaîne et qui ont jamais entendu parler d'unité, pourquoi est-ce qu'on parle d'unité? Parce que on n'a pas tous les mêmes moyens. Euh, il y a certaines personnes qui vont définir qu'une unité, ça correspond à 1 € et il y a des personnes qui, voilà, qui ont un meilleur salaire et qui peuvent s'allouer un plus gros budget pour ce genre de passion et dire qu'une unité, c'est 10 € ou 50 € et le fait de parler en unité sur ce podcast, ça permet de tous nous rapatrier sous les mêmes valeurs et du coup, on doit considérer qu'une unité, c'est un degré de confiance. Donc, si je mets 5 unités sur un combat, c'est que j'ai un haut degré de confiance en le résultat que je parie. Alors que si je mets une demi-unité, c'est que
pas à l'aise ou pas sûr de ce que je dis, mais j'ai quand même envie d'aller mettre une demi-unité dessus parce que si ça se produit, ça permettrait de récupérer certains gains. Donc le classement actuel, je suis en tête avec 24,82 unités. Tu es deuxième avec 20,37 unités et John est dernier, troisième, dernier c'est un gros mot, avec 18,5 unités. Donc on est plutôt bien et on est parti dans ce podcast. On va commencer par le Bellator. On va parler seulement du main event. Le nouveau main event, parce qu'à la base c'était Bader contre Vassell, la revanche. Maintenant, Vassell est malade, je pense. Donc on se retrouve avec Ousmane Nurmagomedov contre Brent Primus en main event. C'est en 5 rounds, c'est important de le préciser, puisque c'est pour la ceinture en même temps d'être la demi-finale du tournoi. Ousmane Nurmagomedov est à 1,08. Brent Primus est à 7,25. On est sur un bon gros fat 90-10 à l'avantage d'Ousmane Nurmagomedov. Et on va en discuter maintenant. Alors pour avoir regardé 3-4 combats de Ousmane Nurmagomedov, je dois avouer, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son style. Très mesuré, très calculé, une bonne gestion de la distance debout, bonne variété d'attaques. Il fait un peu penser à Islam Makhachev dans le sens où il y a une vraie gestion du risque. C'est pas quelqu'un qui va beaucoup surengager. Il va beaucoup utiliser des single attaques. Il va beaucoup feinter. Il est gaucher, important évidemment, et il tient bien son nom Nurmagomedov. Quand on parle de lutte et de grappling, c'est du très très haut niveau. Donc voilà dans l'ensemble ce que j'en ai tiré. On a vu contre Patricky Pitbull, qui est pas le meilleur des frères Pitbull, il a complètement dominé debout. Je pense que c'est seulement dans le deuxième round et un peu dans le troisième round qu'il l'amène, dans le cinquième round qu'il l'amène au sol, mais sur les 3 autres rounds, il les prend debout. Donc voilà, relativement complet, même si son domaine de prédilection reste lutte et grappling. Ouais, bah oui, hein, je te rejoins. Donc un style assez assez rare à voir chez les battants dagestanais. Donc on va dire qu'il utilise debout. Il a vraiment un style de taekwondo, beaucoup plus que de karaté. Il a des jambes qui montent très très bien. Il est grand aussi, il fait un bon 80 je pense, un peu plus peut-être. Il est grand et 1,80 pile poil, ouais c'est ça. selon Tapologie. Ouais. Et il utilise très très bien son allonge. Je pense que c'est un combattant pas évident à aborder parce que c'est le genre de profil que l'on ne rencontre pas dans les salles, hein, tout simplement. Au niveau de sa lutte, alors c'est pas exactement du tout la même lutte que Nurmagomedov, que Khabib. Khabib, ouais. C'est vraiment une lutte freestyle, hein, un peu lutte olympique, je vais dire ça comme ça. C'est une lutte que je trouve un peu énergivore. Donc, il a un timing incroyable. Techniquement, c'est extrêmement propre dans le sens quand il va attaquer. C'est ce que je demande à mes élèves, mais sur le double leg, c'est d'aller chercher avec le coude, la jambe, plutôt que d'essayer d'attraper avec la main. Ce genre de choses. Donc, il y a des vraies entrées et ce qu'on appelle des penetration steps. Donc, tu viens vraiment au plus proche de la hanche de ton adversaire pour pouvoir le remettre au sol. Il va couper le coin pour obtenir ses takedowns. C'est très très propre. Il attaque quand même relativement bas dans ses takedowns. Donc tout ce qui va être double leg, single leg, low single leg, et on l'a vu de temps en temps dans ses attaques avoir des défenses avec des mecs qui s'échappent tout simplement en tirant leurs pieds, quoi. Et avec des petits signes de fatigue quand même, parce que cette lutte, elle est relativement fatigante. Elle est relativement fatigante parce que si ça échoue, il faut replonger dedans. Et en tout cas, sur le combat contre Patrick Pitbull, je crois que c'est au deuxième round, peut-être, où il tente de mettre au sol. Enfin, il y a un échange en lutte où il met à la cage et il tente 2-3 amener au sol. Donc, il cherche pas forcément à s'installer, prendre bien ses grips, un body lock ou des choses comme ça et obtenir le takedown derrière. Ce qu'on peut voir chez Nurmagomedov ou chez Makhachev. Mais là, plutôt tenter, entre guillemets, un petit peu à la volée ses mises au sol. Et alors qu'il a échoué, après on le voit reprendre sa respiration et être un petit peu fatigué. Donc ça, c'est des petits indicateurs qui sont intéressants à avoir en compte
surtout face à un Brent Primus. De fait, c'est comme ça que j'allais rebondir. Et d'ailleurs, c'est peut-être je vais pas dire le défaut de son style, mais étant donné que debout, il impose une distance très lointaine de par son Mhm. style taekwondo, ça veut dire que ses shoots viennent de loin. Et donc, autant ses shoots réactifs sont, je trouve, très bons. Il Parfait. a un bon timing parce que, vu la distance, ça demande à son adversaire de faire un grand pas vers l'avant. Et si lui fait un step en Ouais. même temps, ben, il rentre dans une très bonne distance. Quand c'est proactif, c'est un peu plus compliqué pour lui, je dirais. Il a ce bon classique overhand pour casser la distance, Mhm. mais comme ça vient de loin, effectivement, il y a un temps de réaction qui est donné à l'adversaire, et sur quelqu'un qui est réactif et technique, ça permet de bien défendre. Du côté de Primus, on le connaît assez bien. J'ai bien aimé comment tu l'avais décrit dans le podcast qu'on avait fait. On avait fait un podcast Mhm. sur Mansour contre Primus avant le combat. Euh, bon, debout, c'est un tank. Je pense qu'on a pu le voir contre contre Mansour, il est capable d'encaisser. C'est un peu brouillon, il va à la guerre, hein, il aime bien casser cette distance. C'est le bon vieux américain, action, action, action. C'est une grosse ceinture noire au sol. Je dirais qu'il a un bon cardio, Mhm. slash une bonne capacité à combattre dans la fatigue. Exactement. Je pense que c'est ça je vais pas dire qu'il l'a sauvé, ce serait lui manquer de respect, mais c'est une des raisons pour lesquelles il s'est imposé sur les derniers rounds contre Mansour, c'est que il a vraiment cette capacité à être fatigué, mais à rester performant, à rester lucide dans la fatigue. Et dans ce combat-ci, ça pourrait aussi jouer en sa faveur. Tout à fait, effectivement. C'est une capacité qu'ont les Jujitsuka, hein, de faire des rounds longs, hein, de 10 minutes, de tourner, euh, c'est pas forcément très explosif à la fin des entraînements, mais ils sont toujours en train de grinder, donc de travailler un peu sans relâche et d'aller au-delà de la tolérance à, tu vois, tout ce qui est acide lactique et tout. Et c'est vrai qu'on le voit clairement avec un gars comme Primus, ouais. Et effectivement, ça pourrait être un chemin possible pour lui. Hmm. Ok. Comment est-ce que tu vois le combat se dérouler? Est-ce que tu vois, d'un point de vue stratégique, j'ai l'impression que c'est dans l'intérêt de Primus de peut-être un peu forcer une guerre sans Mm. trop se surengager, mais vraiment une pression de déplacement, essayer de cadrer, essayer de forcer les échanges plutôt que se trouver dans un combat de single attack où clairement, pour moi, Ousmane aura un avantage sur ce qu'on appelle le fighting, ce qui est vraiment la base du taekwondo, en tout cas du taekwondo olympique. Mm, Donc je pense que tu peux pas rester dans un combat calculé contre Ousmane, surtout quand tu es Primus et c'est pas ton style. Donc je crois qu'il doit forcer l'action, forcer le boxing range, essayer de pouvoir combiner, envoyer des frappes lourdes et mettre Ousmane sur son pied arrière, histoire que les shoots soient les plus compliqués possibles. Je pense que là-dessus, il y a une carte à jouer pour Primus. Je sais pas ce que tu en penses. Et je sais pas si c'est dans l'intérêt, par contre, de Primus d'initier lui-même les amener au sol, parce que on peut aussi dire, hein, face à des lutteurs, ça peut être intéressant de les mettre sur leur dos. Mais ici, je pense que la plus grosse carte à jouer pour Primus, c'est plutôt de mm. sprawl and brawl. C'est une bonne vieille stratégie à l'ancienne, à la Chuck Liddell, mais je pense que ça pourrait être une idée pour lui. Écoute, moi j'ai noté pour Primus 1, 4, 5, et ça c'est les runes Ouais. qu'il doit viser à obtenir. Le 1, je le verrais plutôt sur non pas Sprawl and Brawl, mais Scramble and Sprawl. Tu vois. Scramble and sprawl, ok. Donc effectivement, pour Primus d'initier, chercher le contact, chercher les coups durs pour pousser Ousmane à attaquer les jambes un petit peu en réflexe, hein, à chercher le takedown, et à partir de là, chercher le scramble, donc chercher la défense pour obliger Ousmane euh, à chercher à mettre au sol à tout prix, tu vois, et à dépenser de l'énergie. Hmm. Je pense que le premier round doit être l'objectif, c'est de dépenser un peu d'énergie pour Ousmane, de le mettre un petit peu entre guillemets dans le rouge. Moi, je pense Hmm. que le 90, c'est combien? 90-10, t'as dit? Ouais. C'est plus facile à dire en belge qu'en français, ça. 90-10. Ouais, le 90-10, 90. ça fait quoi? Il y a 10% d'égalité. euh, serait 100% justifié sur un 3 rounds, même 95, 95-10, 95-5, parce que là, sinon on dépasse tout, serait 100% justifié. Là, je pourrais voir
Mais bon, après voilà, hein, Ousmane, il en est pas là. Il doit le savoir aussi. Hein, il n'est pas plus intelligent que lui et sa team. Hein, mais je pourrais le voir se fatiguer et galérer dans le 4 et 5, tu vois. Hmm. Et qu'on se retrouve sur le même scénario, entre guillemets, qu'on a pu avoir avec Barnaoui, tu vois. Ouais. Donc, ça reste, enfin voilà, hein, là c'est un peu des plans sur la comète. On est un petit peu en train de voir David contre Goliath, comment David peut obtenir. Mais ça reste quand même une petite fenêtre de tir qu'aurait Bren Primus, qui lui demandera d'avoir un mental à 1 million de dollars, tu vois. Ouais. Et, mais ça pourrait être un scénario possible, hein, Mhm. visible et possible. Ouais, là, je pense qu'on a un peu orienté la conversation sur que peut faire l'underdog dans ce combat. Hum, hum, hum. Donc, je vais évidemment nuancer pour pas qu'on nous jette des pierres en commentaire, même si en soi, bah, ok. On est totalement conscient que Ousmane est favori et mérite ce statut de favori. Oui, Mais généralement, quand tu analyses un combat à 90, l'intérêt de l'analyse, c'est plus que peut faire l'underdog pour s'imposer. oui. Si c'est un 90, bah, il n'y a pas grand-chose à dire sur le favori à part joue ton jeu et vas-y. Donc maintenant, ma grande question, est-ce qu'on va arriver à est-ce qu'on met une pièce sur ce combat ou non? C'est est-ce que tu as été surpris enfin, je sais pas si tu étais allé regarder les codes de Paris avant le podcast ou pas. Moi, je t'avoue que j'avais d'abord analysé les gars. Mhm, Puis je m'étais imaginé les codes de Paris et j'avoue que quand je suis allé regarder, j'étais un peu surpris. Je m'attendais à ce que Ousmane soit gros favori, mais je mhm, m'attendais plus à un 80-20, je dois être honnête, qu'un 90-10. mhm. Et de par ce fait, je me suis dit que j'allais mettre un tout petit truc sur la possibilité que Primus trouve son chemin vers la victoire. Et donc, je suis sur un quart d'unité sur Primus. C'est très petit, mais quand tu fais x7, ça devient très vite intéressant. Donc, il y a très peu à perdre et beaucoup à gagner. Et étant donné que je pense que Ousmane va gagner, mais c'est ça la beauté du pari, c'est que tu Ouais, pronostiques pas toujours ce que tu ne paries pas toujours ce que tu pronostiques. Quand selon toi, le scénario et la probabilité d'une victoire est plus grande que ce que les codes de Paris te donnent, bah, tu peux aller voir celui que tu penses perdant en te disant, bah, voilà, c'est intéressant, un peu le même truc que Sean Strickland contre Israël Adesanya. Il y a très peu de gens qui le voyaient gagner avant le combat, mais au final, on s'est retrouvé typiquement dans le scénario où il gagnait. Et ceux qui ont mis un quart d'unité sur Strickland, ben, ils se sont mis bien. Donc voilà, je pense que je vais mettre un quart d'unité sur Primus ici parce que je pense sincèrement qu'il a une carte à jouer. Son âge ne joue pas pour lui, mais on a non. vu ce que ça donnait sur Saint-Grand récemment dans un combat très très engagé. Et je pense qu'il a un style qui peut ennuyé et qui pourrait en tout cas ne pas représenter un 90 dans la cage. Donc voilà. Ouais, je suis assez aligné avec ce que tu dis. Bon, moi, je vois clairement Ousmane l'emporter. Je pense qu'il va relativement, enfin, à la décision, tu vois. Je le vois le prendre à la décision. Maintenant, effectivement, j'étais plutôt sur un 85-15 sur ce combat. Euh, Est-ce que je vais mettre une pièce je sais pas du tout. Ça donne envie quand même, hein. Bah, c'est clair que quand tu es à 7 sur un gars comme Primus qui a quand même été impressionnant, qui est l'ancien champion du Bellator, Hum, c'est hum, hum. tentant. C'est Ouais, tentant. C'est pour ça ouais. que je me suis laissé tenter. Je me suis dit, bah, de toute façon, maintenant, on recharge de 10 unités tous les mois. Ah, c'est clair. Je peux me permettre un quart d'unité sur ce genre de truc, quoi. Non, Ah, t'as après, raison. c'est dommage parce que tu vois, là, tu me dis que tu peux voir Ousmane à la décision, mais pour l'instant, il n'y a pas les cotes précises sur le Bellator. Il y a les cotes Non. précises sur l'UFC, mais pas encore sur le Bellator. On est jeudi matin, comme ça, on peut aussi timer euh, notre conversation parce que les cotes bougent évidemment. Donc aujourd'hui, on parle en jeudi 5 octobre, 8h15 du Hum. matin. On te laisse réfléchir, t'as encore le temps. Non, je pense aussi, hein, je pense aussi que je vais mettre une unité, moi, là-dessus, hein. Une unité, waouh! Une unité, non, 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 Ah, 0,25, excuse-moi. 0,25, ok. J'étais là, il est chaud. Et si ça passe, tu te retrouves avec plus 7 là, tu serais dans un siège confortable. Ah, ça m'a... Je sais plus ce que j'avais mis. Euh...
Ouais, 0,25, je pense que ça vaut le coup. Alors, clairement, je vais oublier que je l'ai mis, ça, parce que j'y crois moyen, tu vois, mais bon. Voilà, Bah, quoi. c'est typiquement, et c'est là où ça explique bien ce que c'est une unité, tu vois. Si on met 0,25, c'est qu'on y croit vraiment moyen, mais qu'on les met parce qu'on voit que la cote est super intéressante et que ton calcul est vite fait. Mm, mm, mm. Je mets 0,25 parce que je peux me permettre de perdre ces 0,25 et si je gagne, ben, je gagne presque 2 unités, ce qui va, Mm, mm, si mm. je les gagne, ça me permet, c'est genre des free bets après sur Ouais, d'autres voilà. combats. Ok, Mais surtout qu'il y a un chemin possible de victoire. ouais, C'est pas comme si on n'avait pas vu Ousmane fatigué, tu vois. ouais, Le cinquième round contre Patricky Pitbull, il était fatigué. Il était ouais. vraiment fatigué. Donc Hmm. la lutte, pour moi, elle, elle est assez fatigante, tu vois. Donc Et, effectivement, Brent, il a un profil qui pourrait être épuisant. ouais, Donc et puis il a jamais vraiment affronté quelqu'un du niveau de Brent au sol, hein. ouais, ouais, ouais. Mm, mm. Ben Henderson, il a un bon sol, mais bon, il se fait sonner debout Ah oui, par non, high kick et c'est plus du tout le même après. Donc, et puis ouais, Ben Henderson, c'est un c- ancien. je le kiffe à mort, mais là, il est sur le déclin Il depuis est son sur le arrivée au déclin, Bellator. Ouais. et bien sûr, c'est un ancien featherweight. Je pense pas qu'il ait la. Comment dire ça? Il n'était pas là pour le million, tu vois. Il est là pour l'échec tranquillement, mais la compétition, mais il est plus là Ouais. pour aller de l'avant, hein. Mm, mm. Ok, on passe à l'UFC. Ouais. Et d'ailleurs, j'y ai pensé un moment pendant que tu parlais, je me dis, Grant Dawson contre un de ces deux-là, ça peut être un combat sympa. En parlant de Grant Dawson, donc le main event de ce week-end, sympa, sympa, je trouve ça assez chouette comme combat. Bobby Green contre Grant Dawson. Bobby Green est à 4,15. Grant Dawson à 1,21 au moment où j'ai fait mes visuels ce matin, il a 1,22, on va pas chipoter. C'est du 80-20 à l'avantage de Grant Dawson. Euh, Peut-être logique. Dawson, moi, je le trouve assez brouillon debout. Mais par Mhm. contre, grappleur qui est un peu style Abdulragimov, en force et technique à la fois, dans ce sens-là. Mhm. Il a des assez bons shoots proactifs. Je trouve qu'il a une bonne capacité, malgré son pied-point brouillon, à envoyer une attaque qui fait peur pour pouvoir casser la distance et imposer son jeu en lutte. Tu vois, genre un vieux overhand de gros bûcheron. C'est pas technique, ça va pas te toucher, mais ça va te faire lever la garde et ça lui permet de trouver son entrée. Assez explosif quand même. Et une fois que c'est au sol, ce qu'il a fait à Ismagulov, c'est absolument incroyable. Et c'est typiquement ça. Mhm. Il y a de la force et puis il y a de très bonnes techniques pour aller chercher le dos. C'est du solide. Ouais, bah écoute, oui, hein, alors c'est un lutteur, un lutteur universitaire, hein. Ouais, ouais, Donc ouais. on le ressent relativement bien. Donc il shoot, il shoot bien, il contrôle bien au sol, et puis il a fait sa transition vers le MMA, donc pour pouvoir avoir aussi un travail de transformer son contrôle de lutteur universitaire dans le domaine du grappling et du ground and pound. Moi, ce que j'aime bien chez lui pour pouvoir casser la distance, comme tu l'as vu, comme tu l'as dit, c'est pas un excellent boxeur qui va frapper fort pour obtenir ses takedowns, mais il va changer de garde euh, et partir sur des shifts comme Dustin Poirier, tu vois. Ce qui lui permet de partir en gaucher, d'envoyer son bras arrière, puis de shifter en droitier, de pouvoir combiner avec un jab overhand et de rentrer dans les jambes, par exemple. C'est intéressant, nous on le travaille pas mal, ça permet de couvrir beaucoup de distance, sans pour autant chercher à connecter, mais les frappes viennent te protéger d'un éventuel contre. L'adversaire va reculer, prendre sa distance, et au moment où il est en train de se déplacer, c'est là où il rentre en changeant de niveau. Mm. Je pense que Bobby Green l'a bien défini, c'est un gars qui a beaucoup de victoires à l'UFC, mais dont personne n'a entendu parler. Et C'est vrai, c'est vrai. Il est numéro 10 au classement. Et quand tu regardes son palmarès, t'es là à te dire, ah, je me rappelle plus de ce combat, je me rappelle, ah, hmm, il a combattu autant de fois et tout. Mais pour moi, c'est un nom auquel il faut faire gaffe, il faut faire attention. Mais c'est vrai hmm. qu'il n'a pas attiré les foules. C'est pas quelqu'un de, Il voilà, n'a c'est pas pas, attiré les foules, il peut être un peu ennuyant à regarder, hein, ouais.
Moi, c'est pas forcément le type de combattant enfin voilà, où je vais me réveiller le matin pour aller regarder combattre, hein. Ah oui, non, ça, certainement pas. Il y a eu des petits démêlés avec l'USADA. Je sais pas si, enfin voilà. Ouais. Moi, j'étais étonné parce que je suis retombé sur ses premiers combats. Je dis, attends, mais c'est pas le même type là. Le mec, il a 22 ans, tu vois, et c'est un ado, quoi. Et puis, 3 ans après, t'as l'impression que c'est un daron tout, avec sa grosse mâchoire et tout, tu vois. Je dis, bah, Lusada, il s'est passé quoi, là, les amis, là? Tu sais, les trucs à mâcher comme ça qui vendent sur Instagram, là, pour avoir des grosses mâchoires. Ah, j'ai jamais vu ça. T'as jamais vu ça? C'est des influenceurs, là, ils te vendent une sorte de mousse comme ça. 30 balles peut-être, tu vois, mais c'est de la mousse, quoi. Et tu mets ça au fond et tous les matins, tu fais 10 minutes d'exercice. Alors, en même temps, pourquoi je me ferais targeter par ça? Parce que t'as vu, ma mâchoire est déjà bien carrée au Oui, bah nature, oui, tu vois. ouais, là-dessus, c'est bon. Toi, tu Pose-toi le des fais. questions de pourquoi t'es targeté par ça. Je suis pas targeté par ça. Non, moi, c'est plutôt, tu vois, les trucs de science. C'est des mecs qui font des trucs sur la science, qui disent, ouais, les gars, vous faites pas avoir par ce genre de choses, c'est mauvais pour la santé, blablabla. Tu vois. Bref, il a eu un problème avec l'USADA, il a été chopé pour des traces je ne sais plus quelle substance, qui est une substance au-delà de dopage, qui est enfin une grosse substance qu'on retrouve dans les milieux du bodybuilding, tu vois. Mais les preuves n'étaient pas suffisantes, donc je crois qu'il est passé à travers. Je me demande s'il n'a pas été flag 2 fois. Ouais, je suis en train d'essayer de trouver une news. Il y en a une qui date de janvier 2020 et une de novembre 2017. Et c'est chaque fois flagged. Voilà. Mais il y a quand même eu un combat annulé à cause de ça. Un des Ouais, deux a ouais. été annulé à cause de ça. Bon, après voilà, on va pas jouer les étonnés hein, là-dessus. Je pense pas que ça aura une grosse incidence, mais ça montre un peu le profil quand tu parles de que le mec il est vraiment en train de travailler sur sa force. Enfin Ouais. qu'il a pas mal de force, oui, effectivement. Ouais, et d'ailleurs, ça c'est peut-être bon à notifier parce que Bobby Green, ce qu'il avait dit après sa grosse défaite contre Islam Makhachev, c'est qu'il avait Mm, été surpris par sa force physique et qu'il avait jamais affronté quelqu'un de cette force-là. Et tu peux facilement voir le même trajet de victoire mm, pour mm, mm. Dawson que Islam Makhachev a eu contre Bobby Green. Ouais. Et donc présentation de Bobby Green? Alors, tu souris déjà à l'avance. J'ai mis que c'était quelqu'un de trop passif, donc pour les parieurs, c'est quelqu'un sur qui tu paries pas normalement. Enfin, selon moi, hein, tu vas peut-être me dire que c'est un dogger pass pour toi, mais euh, il, il repose tout sur ses compétences. Il a aucune gestion du combat et de la direction du combat. C'est pas quelqu'un qui va forcer son adversaire à aller euh, à le mettre sous pression, à le lutter ou ce genre de truc. Il mise tout sur ses compétences. Elles sont pas mauvaises en soi. Il combat avec la garde basse. Il a des bons mouvements de tête. Il est capable d'encaisser. Il provoque pendant le combat. Il a un peu ce style Ned Diaz de temps en temps sur les photos comme ça. Sa boxe anglaise est assez propre, je dirais. Peu orthodoxe. On va pas dire sa boxe anglaise parce que un gars de la boxe anglaise, un puriste, il va regarder ça, il va trouver ça dégueulasse, mais je trouve que il y a une certaine efficacité, c'est bras vont vite, il n'y a pas beaucoup de mouvements de tronc, ce qui veut dire qu'il génère pas énormément de puissance, c'est un combattant qui travaille plus sur le cumul de frappes et sur le volume. Je crois qu'il a une base aussi en lutte, j'avais une fois entendu ça. Pas une grosse base, c'est pas quelqu'un qui a fait les grandes compétitions, mais voilà, il a des scrambles assez rapides, il est capable d'assez bien bloquer ça. Il est assez athlétique malgré le style qui ne démontre pas spécialement un athlétisme. Et voilà, je le trouve pas intelligent comme combattant dans la cage. Je juge pas la personne, mais Mm. je trouve que c'est pas quelqu'un qui respire le fight IQ une fois qu'il est dans la cage. Non, moi je pense que tu l'as bien présenté. Moi Merci. après sur les fans de boxe anglaise, je pense que enfin voilà, on a dans la boxe anglaise, il y a la boxe anglaise très académique et puis il y a d'autres styles de boxe anglaise euh, qui le sont moins mais qui sont tout aussi efficaces. Enfin, voilà, je pense que personne pourra critiquer un Nick Fury. Qu'est-ce que je raconte? Un Tyson Fury. Nick Fury, c'est dans Avengers. Ça. Un Tyson Fury dans ce style-là. Mais moi, je le définirais plutôt comme un mec, un boxeur de MMA. Il Ouais. arrive avec ce qu'on appelle le Philly Shell, Ouais. garde basse. Alors, effectivement, la plupart des coachs vont crier sur
un de ses boxeurs quand il a les gardes basses, mais la garde basse, bah, ceux qui ont lu le manga Hippo, on sait que ça permet de cacher un peu les frappes, parce qu'elles Mm. viennent d'une direction, là c'est devant tes yeux, mais quand c'est ici, tu les vois pas arriver quand ça remonte. Donc ça peut être très très déroutant. C'est aussi ce qu'on appelle le bait, donc le l'appât. Garde basse, on est ici, et puis bah, lui, avec ses déplacements d'épaule, ça pousse certains à surengager et pouvoir contrer. Je te rejoins sur le fait que bah, c'est pas une question d'intelligence réellement. Je pense que c'est un gars qui est intelligent, il serait pas là non plus où il en est s'il avait 3 de QI, mais Mm. qui vient pour son intelligence, c'est de venir pour faire des combats, gagner de l'argent et se battre quoi, tout simplement. Ouais. J'ai beaucoup aimé sa prestation contre Ferguson. Je l'ai trouvé euh, sympa, vraiment sympathique. Il est capable de boxer en reculant, Oui. il reste bien concentré, il trouve ses ouvertures, il est précis. Effectivement, il est pas forcément très puissant, mais il est quand même très précis. Mm. Euh, Ça pourrait être un style qui gêne quand même un Grant Dawson à première vue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il viendra pour boxer. Et de l'autre côté, Grant sera là pour le mettre au sol. Et je pense que 80% de chance, ça aille au sol. Ouais, d'ailleurs, là, je suis en train de regarder le palmarès de Bobby Green et tu vois toutes ces belles performances. J'ai bien aimé contre Nasrat Akparast, j'ai bien aimé contre Lando Vanata. Mhm. Tu vois, c'est tous des mecs qui sont aussi un peu comme lui, tu vois, pas spécialement dans la proactivité une fois dans la cage. Et je trouve que le seul gars, on pourrait un peu comparer à Grant Dawson qui l'a battu, c'est Ali Quinta et c'était assez expéditif en 2 minutes Mhm. 25. Tous les autres gars qui sont capables de faire ce que Dawson peut faire, ils les ont battus, tu vois. Genre, je vois Dawson, Moises, putain, je vais y arriver. Moises l'a battu, ce genre de gars. Voilà, ils ont mis en place une stratégie que Dawson est capable d'utiliser. Mhm. Et donc, moi, ici, je vais me ranger du côté du favori. Ouais. Euh, et je vais faire comme j'avais fait pour plusieurs fois, hein, pour BSD par exemple. J'ai 2 unités de confiance. Mon degré de confiance en la victoire de Dawson, c'est 2 unités que j'ai Mhm. splitté à 1,75 juste pour la victoire et un petit boost de un quart d'unité par finish. C'est en 5 rounds. J'ose espérer que Dawson trouve le chemin vers la victoire par finalisation, par soumission ou quoi, euh, en 25 minutes. Donc voilà, si Dawson s'impose à la décision, je vais gagner 0,2 unités, quelque chose comme ça. Et s'il s'impose par finish, là j'ai un bon petit boost. Le finish, je crois qu'il est à 1,74. Ouais, à 1,74. Donc voilà, je split mes 2 unités de cette manière-là. Ok, ben moi j'avais mis 2 unités sur la victoire de Grant Dawson. Même degré de confiance. Toi, tu Ouais, restes juste sur une. Voilà, tu, ouais. tu vises le 0,4, Mm, 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 mm. 0,44 Ouais, en c'est cas ça. de. Voilà, c'est ça. Nickel. C'est ça, ouais. Et ouais, ouais, ouais. Parfait. Ok, ben j'en profite pour rappeler, Unibet, on a mis le lien d'inscription en description. Si vous inscrivez, vous Mhm. avez, avec notre lien, vous avez jusque 100 euros de free bet à l'inscription. On va passer à Alex Morono contre Joaquin Buckley. Alex Morono est à 2,4, Joaquin Buckley à 1,53. On est sur entre 65, 35 et 60, 40. On est vraiment entre les deux. Je vais commencer par décrire Alex Morono que les gens connaissent peut-être moins, malgré que Mhm. ça fait assez longtemps qu'il est à l'UFC. Il est Mhm. arrivé en short notice contre Kyle Noak. Je lui donnais pas du tout une chance et il m'a surpris. Il est venu le battre. Et c'est ça le truc, Alex Morono. Quand tu regardes ses combats, t'es pas impressionné. Mais en fait, il est simple, efficace, discipliné. Aujourd'hui, on Mhm. peut Mhm. rajouter le Mhm. mot expérimenté, ce qui rajoute une vraie qualité à son style. Il fait ce qu'il a à faire pour gagner. Mais, et ça va être intéressant dans ce combat, quand il perd, c'est soit contre des combattants explosifs, soit contre des combattants qui sont beaucoup plus techniques que lui. Je vais prendre 3 exemples en fait, de ces défaites que je vais réouvrir d'abord ici. Euh, il a perdu contre Ponzini Bio. Pour moi, Ponzini Bio, c'est pas vraiment son explosivité qui a fait que, c'est plus que il est vraiment beaucoup plus technique que Morono, il a pu le gérer. Il a perdu contre Chaos Williams et contre Anthony Pettis. Ça, c'est de l'explosivité qui l'ont amené à perdre. Par contre, dans ses victoires, tu regardes,
Il y a des Tim Means, il y a des Mm, Rhys mm, McKee. Ce sont des mecs qui sont quand même techniques, mais Morono a su trouver un chemin vers la victoire en étant discipliné, en cherchant pas spécialement à faire des extravagances, même si de temps en mm, temps il mm. envoie des spinning back fists, mais quand il les envoie, c'est bien vu. Et voilà, il vient en mode bulldozer et il trouve son chemin vers la victoire. Il est aussi durable, hein, on peut le notifier, durable et résistant. Ouais. Donc voilà, c'est un combattant que j'aime bien, pour la bonne et simple raison que je pense pas que ce soit un mec talentueux. Je crois que c'est un gros bosseur. Et ça fait plaisir de voir des gros bosseurs qui arrivent à faire une chouette carrière à l'UFC. C'est pas le gars Mhm. qui se voit avoir la ceinture, je pense que c'est juste le gars qui, voilà, qui gagne ses combats, qui en perd une fois de temps en temps et puis qui fait sa carrière tranquille. J'aime Ouais, bien. ouais. Ouais, moi aussi j'aime bien. J'aime bien. Je trouve que la cote est un peu, le sous-estime un peu. Ouais, je suis d'accord. Et je pense. Alors, est-ce qu'elle le sous-estime ou est-ce qu'elle surestime Buckley? Mais en fait, Buckley, lui aussi, Buckley, son problème à Buckley, c'est qu'il a vraiment un palmarès en dents de scie. Ouais. Et c'est parce qu'il est, Il il est change pas de KT, hein. régulier. Ouais, Il il change change de de KT, KT. hein. Il a changé de KT. Son dernier, c'était déjà dans la nouvelle KT, il me semble, Ah hein. oui, c'est ça. Contre Fiallo, c'était déjà en welterweight. Mm, mm, mm. Je crois que ça lui correspond mieux. Ouais. C'est peut-être ça aussi qui joue dans les codes de Paris. Mais il a vraiment une carrière. Il commence contre Kevin Holland. Kevin Holland qui le tue en le snipant dans le troisième round. Ensuite, il a son KO qui fait le tour du monde avec son jump spinning back kick contre Impa. Mm. Puis une victoire contre Jordan White. Puis une défaite contre Alessio Di Chirico qui est très mauvaise sur son palmarès. Puis 3 victoires d'affilée, dont une contre Albert Duraev. Puis 2 défaites d'affilée contre Imavov et Chris Curtis, qui en soi sont pas des défaites. Voilà, sont 2 bons gars quand même. Et puis là, il descend en welterweight et il bat André Fiallo, qui lui aussi est un combattant compétent, mais irrégulier au possible. Donc c'est ça la difficulté ici, c'est que tu sais pas comment te positionner contre Buckley, parce que dans ses grands jours, il est très 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 bon, mais il a des jours sans et c'est pas extraordinaire quand il est dans un jour sans. Donc là, je vais continuer à parler parce que je vois que tu te mouches alors que j'avais fini ma phrase et donc j'essaie de gagner du timing pour que tu Excuse-moi, puisses c'est me bon. rejoindre. Non, non. Ça commence Donc, à être difficile. ouais, on arrive à la fin, Ouais. tenons le coup, tenons le coup. Donc ouais, ce combat-là est typiquement difficile à pronostiquer et autant à pronostiquer, à parier. Là, moi, je parie Autant, sur. Non, non, moi, ça fait partie. J'ai mis ma pièce sur Morono, moi. eh ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, ça c'est un dog or pass. Ouais. Je vois, je donne Buckley favori. Mais c'est typiquement le genre, et c'est ça où c'est difficile, tu vois. C'est typiquement le genre de combat où Morono va nous impressionner de par sa Mm. discipline, mais c'est aussi typiquement le genre de combat où il perd parce qu'il n'arrive pas à gérer l'explosivité de Buckley. Si c'était un 5 rounds, je mettrais sur Morono à coup sûr, Mhm. parce que l'explosivité au fil des rounds, elle diminue. Et ici, j'hésite vraiment à mettre aussi sur Morono ou à me laisser passer. Je vais regarder un peu les codes précis, tiens, parce que est-ce que toi, tu vois ça aller à la décision ou pas? Bête question. Non, parce que je pourrais voir Morono étrangler Buckley dans le troisième, tu vois, ou... Morono à la soumission, mon gars, c'est 9. J'ai dit je pourrais. Ouais, je sais. Mais si tu pourrais et que c'est à 9, ça mérite un dixième d'unité, mon gars. Mais on oublie qu'il est extrêmement bon, Morono, au sol, hein. Ah ouais, grave. Est-ce qu'il a des soumissions? Ah, parce que il y a être bon et puis il y a réussir à gagner par soumission, tu vois. Il y a Bah, il a son dernier combat, il l'a pas étranglé, 7 Tim victoires Means. par soumission. 7 victoires par soumission. Il sort d'une victoire par soumission. Guillotine, Et hein. ça faisait très longtemps. Ça faisait très longtemps. Ça faisait depuis Josh Burkman. Et ses 2 dernières soumissions sont des guillotines. 3 dernières victoires par soumission sont des guillotines. C'est marrant ça. Mm, mm, mm. Ouais, donc ouais, c'est intéressant ça. C'est Il est intéressant. de chez Gracie Barra, je pense. Ouais. C'est une ceinture noire, non? C'est une ceinture noire, ouais, depuis longtemps, hein, depuis longtemps. Écoute, je pourrais le voir parce que c'est ce qu'il disait suite à sa victoire contre Tim Means, c'est que les gens oubliaient que c'était un Jiu-Jitsuka. Ouais. Euh, il a une boxe qui est relativement propre, il l'utilise bien, ça lui permet de gagner. Mais contre Tim Means, quand il a commencé à accélérer au sol, ça fait
waouh. Genre, ouais, vraiment Hmm. bien, quoi. Et Buckley, sa défense de takedown, c'est 66%. C'est pas extraordinaire, on va dire. Non, 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 moi je vais rester sur un simple. Déjà 2,40 c'est bien. Ouais, ouais, c'est très bien. Moi, je vais encore réfléchir. Je vais encore réfléchir parce que depuis hier soir, j'hésite à me positionner dessus ou à rester loin. J'ai un peu regardé les cotes plus précises pour voir s'il y a quelque chose qui m'intéresse. La décision, on est quand même à 2,65. Donc, je vais peut-être voir sur les plus de 1,5 ou des trucs comme ça. Je dois encore un peu prospecter. Plus de 1,5. 1,69 la cote. Ouais, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Je Ok, pense que ouais, en vas-y. reparlant des cotes, au-delà des combats, il y a quelques combats intéressants sur les cotes de Paris, sur le nombre de rounds. Ouais. Notamment bah, sur Grant, si vous n'êtes pas sûr, je pense que il va y avoir quand même. Ça va pas être dans le premier ou le deuxième round. Hmm. Moi, je vois plutôt partir sur enfin sur soit une décision, soit à partir du troisième. Morono Ouais. Buckley, j'ai du mal à voir ça dans le premier ou deuxième round. Et Bah, Drew Dober aussi, tu ouais. vois. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être moyen de faire des combos aussi là-dessus. Ouais, ouais. Bah, justement, est-ce qu'on parlerait rapidement des derniers combats de la carte? Parce qu'au final, on en oublie que c'est une shot. Moi, je trouve que c'est un shot fight night. Je trouve vraiment. Dawson contre Bobby Green, ça me plaît. Buckley contre Morono, bah, si on en a parlé, ça me plaît aussi. J'aime beaucoup personnellement Bilal Geo. C'est un combattant que j'aime beaucoup. C'est vraiment un combattant d'action. Contre Alexander Hernandez, ça peut donner un très chouette combat. Mhm. Drew Dober, c'est toujours sympathique à regarder. Et Ouais. on a aussi Pfeiffer, Pfeiffer, hein. Pfeiffer, ouais. Ouais, Mm. Pfeiffer, c'est un gros prospect aussi chez les middleweight. Et c'est un combat peut-être compliqué, hein. Je vois qu'il est ultra favori, mais Abdul Razak Al-Hassan, c'est le genre de gars, il faut pas rigoler contre lui parce qu'il peut t'éteindre sur une frappe. Mm. Et Pfeiffer, il a un peu cette mauvaise habitude de partir de temps en temps dans des guerres et Ouais. le 80-20 annoncé peut vite se transformer en 55-45 pour Pfeiffer s'il vient avec le mauvais état d'esprit. Ouais, ou en Euh, 100% si la salle le touche dans la première minute, hein. c'est clair. Donc je sais pas si toi t'as regardé et t'as trouvé des cotes intéressantes si tu vas te positionner sur d'autres combats. Bah écoute, je t'avoue que j'avais noté, mais Unibet la page s'est réactualisée. Ouais. Et c'est pour ça que je vous parlais de cotes plutôt à la décision. Je sais plus sur qui j'avais mis. Parce que Grant, je vais mettre 2 unités dessus, mais je me demande si j'avais pas réfléchi plus tôt à ce que ça aille au-delà du troisième round. Qu'est-ce que Hmm. c'était déjà? Je me demande si c'était pas sur ce combat-là. Je crois que c'est à 1. Attends, j'ai regardé. Donc plus que 1,5. Où est-ce que tu es? Alors, t'as par exemple Grant Dawson gagne et plus de Ouais, et plus et de plus de 2,5. 2,5 qui est à 2. Je trouvais ça pas mal. Tu doubles, ouais, c'est pas mal. Euh, Celle-là est pas mal, hein, ouais. ouais, combat à son terme. Ça, enfin, je pense que l'autre est un peu mieux, quoi. Ouais, ouais, je pense aussi. Parce qu'il peut vraiment y avoir un finish dans le 3-4-5, selon moi. Mm. Ouais. Ah, et nombre de rounds aussi, j'avais regardé. Plus de 2,5. Ah, je crois que c'était celle-là. Plus de 2,5, 1,74. Ah ben voilà, ouais, c'est ça. Celle-là est Celle-là intéressante. m'intéressait aussi, je la trouvais pas mal. Je vois difficilement Grant l'emporter dans les 2 premiers rounds. Hmm. Je pense il va pas se laisser faire comme ça. J'étais en train de regarder Pfeiffer contre Abdul en me disant, ouais, se termine dans le premier round, mais c'est à 1,47, c'est pas super intéressant. Mais je pourrais Ah me laisser non. tenter quand même par Hein, celle-là, hein. tu vois. Il y a vraiment des chances que ça se termine très vite d'un côté Ouais, comme de l'autre, ouais. celui-là. Donc, je pourrais la regarder aussi, celle-là. Mais écoutez, les gars, on va tout mettre sur Twitter. De toute façon, on Ouais, ouais. officialise chaque fois nos paris sur Twitter. De temps en temps, il y a des modifications entre ce qu'on a dit ici et ce qu'on met finalement. De temps en Mm. temps, il y en a un qui se dit, ah, bah, je vais mettre une demi-unité en plus sur ce que j'avais dit pendant le podcast. Mais donc voilà, comme ça, vous avez une Et autre puis, fil de réflexion. Et puis, il y a des modifications en fonction aussi des commentaires, des fois. c'est vrai, ouais, Non, j'oublie tout le non. temps. N'hésitez Commentez ce que pas vous sur les pensez. commentaires.
Ouais, n'hésitez pas si vous avez des bons tips. Moi, en tout cas, je regarde et je trouve ça intéressant. Et j'avais changé un petit peu sur certaines cotes, sur certains positionnements. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Je vais mettre dessus, quoi. Hmm. Donc n'hésitez pas. Si, je pense que c'est vraiment une carte qui est un peu sous les radars et toutes les cartes qui sont un peu sous les radars, déjà, elles sont cool à regarder. Et alors, en termes de paris, il y a souvent des Des petites choses à choses faire. à faire, quoi. Et pas forcément dans tout blanc, tout noir qui gagne, qui perd, mais parfois quel round, Hmm. plutôt la forme du combat, de quelle Ouais, direction elle va aller. Voilà. je suis d'accord. Merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant. Merci à Unibet de sponsoriser ces épisodes. Et on se retrouve dimanche, Brian et moi. Et je pense que c'est Dimanche. notre dernière vidéo de la semaine de toute façon. Donc, Mhm. vous avez un peu de pause sur Fight Minds. On se retrouve dimanche. Et puis la semaine prochaine, on reprend en force parce que, en fait, le MMA s'arrête jamais. Exactement. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.